D'ailleurs, on était une fois en live quand je suis allé tourner la fameuse vidéo avec lui. Hein, et lui, son live, il l'envoie tout le temps sur la politique et tout. Donc du coup, Renaud, il répond là-dessus. Et moi, ce que j'ai fait direct en live, quand j'étais à côté de lui, j'ai dit par contre, les gens, moi, je suis pas d'accord avec ce qu'il dit. Je me désolidarise. Est-ce que débattre avec un raciste publiquement, est-ce que ça suffit pour valider, en tout cas banaliser le racisme? Pendant assez longtemps, j'ai cru que c'était un peu une réflexion de militant de gauche, mais en fait, c'est étayé par la science et des études, notamment une étude de Harvard. On va voir tout de suite. Et donc, par rapport à ça, je planchais un petit peu sur Astronogeek, sur le débat qu'il avait fait avec Bad Mulch, et je trouvais, il y avait ce passage-là, de toute façon, que j'ai mis au début du podcast. Effectivement, je me suis dit, et pour quelqu'un qui croit beaucoup à la responsabilité individuelle, je le trouve assez fuyant. Mais au-delà de son hypocrisie et de son double standard, je me suis dit, tiens, il y a peut-être un truc concernant vraiment le fait est de débattre publiquement avec des racistes sans chercher à les contredire. Et là, pour le coup, je parle plus de Monsieur Sam Castronogeek, mais vu que les deux, ils marchent en duo, à un moment donné, je me suis dit, vu que bon, le Astronofaf, je suis un peu sur son dos. Là, je me suis un petit peu occupé du requin à béret, parce que lui aussi, il est un peu trop insolent vu son niveau de culture politique qui est équivalent à un gouffre abyssal. Donc effectivement, on a tous en tête le souvenir du débat de Hassen Occident sur la chaîne YouTube de Vincent Lapierre. Et avec Monsieur Sam, et avec ce magnifique passage où Hassen ironise un petit peu sur l'existence des races. Passage extrêmement malaisant qui me rappelle beaucoup le passage d'Étienne Chouard sur le média quand on lui pose la question sur les chambres à gaz. Bizarrement, les deux ont les mêmes techniques de fuite. Enfin, plus ou moins, en tout cas, c'est pas copier-coller, mais disons que la scène où Hassen demande à Monsieur Sam l'existence des races biologiques et quand un des deux gars du média lui pose à Chouard pose la question qui tue, l'existence des chambres à gaz. Les deux n'ont pas répondu. Disons que les deux n'ont pas répondu spontanément à la réponse qu'on était en droit d'espérer. Donc voilà. Donc ceci étant dit, je remercie Tide pour ce rapprochement. C'est lui qui m'avait montré. En en discutant avec lui, c'est lui qui m'a un petit peu révélé un petit peu la ressemblance du truc. Enfin bref, j'embrasse Tide. Et par rapport à ça, j'ai fait un peu mon bonhomme de chemin. J'ai un peu creusé. Et étonnamment, j'ai trouvé une étude de Harvard, effectivement, une étude de Cass Susten et Adrian Vermeul, qui est sortie en 2009 et qui est assez connue, mine de rien. Bon, c'est une étude en anglais, mais grâce à la magie de ChatGPT, j'ai pu... la traduction de ce document a été relativement simple. Il était même assez sympa pour me faire un résumé. Et donc, je vais vous en faire profiter. ChatGPT, c'est à toi. Bienvenue à ce nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une étude fascinante, intitulée Conspiracy Theory, Cause and Cure, rédigée par Cass Susten et Adrian Vermeul. Cette étude explore en profondeur le phénomène des théories du complot, leurs causes, et propose des solutions pour les combattre. Alors, installez-vous confortablement, c'est parti pour une analyse détaillée. Partie 1, qu'est-ce qu'une théorie du complot ? Les auteurs définissent les théories du complot comme des explications d'événements importants, souvent catastrophiques, qui reposent sur l'idée qu'un groupe secret et puissant serait responsable. Ce qui est marquant dans ces théories, c'est qu'elles rejettent systématiquement les explications officielles, même lorsqu'elles sont bien documentées. Pourquoi cela ? C'est là que Susten et Vermeul nous éclairent. Les croyants en ces théories ne sont pas forcément irrationnels, mais ils vivent souvent dans des communautés isolées. Ces communautés se nourrissent de sources d'informations biaisées, qui renforcent leurs croyances, tout en rejetant les preuves contraires. Partie 2. Comment se répandent ces théories ? La propagation des théories du complot fonctionne souvent par ce que l'on appelle des cascades informationnelles et des cascades de réputation. Imaginez un groupe où une personne commence à croire en une théorie. Peu importe si elle a de solides preuves pour soutenir sa croyance, d'autres dans le groupe vont commencer à adhérer à cette même théorie simplement parce qu'ils font confiance à cette première personne. De fil en aiguille, cette croyance se répand, non pas à cause de preuves tangibles, mais grâce à la confiance sociale qui circule au sein du groupe.
Un autre facteur clé est la polarisation des groupes. Quand des gens ayant des points de vue similaires se regroupent et discutent, leurs opinions deviennent souvent plus extrêmes. Ce phénomène est amplifié par les réseaux sociaux, où les communautés complotistes peuvent se former et échanger dans des « bulles » d'information. Partie 3. Le rôle des émotions et des événements critiques. Les émotions jouent un rôle fondamental dans la naissance et la diffusion des théories du complot. Souvent, après des événements tragiques comme des attentats ou des catastrophes naturelles, les gens cherchent des explications pour donner un sens à ce qu'ils ressentent. Prenons l'exemple des attentats du 11 septembre. Pour certains, l'explication officielle ne suffit pas à apaiser leur colère ou leur peur. Ils se tournent alors vers des théories qui impliquent le gouvernement ou d'autres groupes puissants. Ces théories, même sans preuve, ont un puissant pouvoir d'attraction car elles apportent une réponse émotionnelle à une situation traumatisante. Partie 4. Que faire face aux théories du complot? Les solutions proposées par Sonstein et Vermeul sont tout aussi fascinantes que les causes qu'ils analysent. Parmi elles, la réfutation active des théories avec des faits et des preuves est évidemment indispensable. Mais les auteurs vont plus loin en suggérant une méthode qu'ils appellent l'infiltration cognitive. L'idée est de pénétrer les communautés complotistes avec des informations qui contredisent doucement leurs croyances, afin d'introduire de la diversité dans leur bulle d'information. Partie 5. Conclusion alors, que retenir de cette étude? Les théories du complot naissent souvent de la désinformation, d'émotions exacerbées et de l'isolement épistémique. Elles se répandent dans des communautés qui fonctionnent en vase clos, et elles sont renforcées par des biais cognitifs. Les solutions passent par une stratégie de réfutation active, mais aussi par l'introduction subtile d'informations correctives dans ces groupes. Nous espérons que cet épisode vous a permis de mieux comprendre le mécanisme des théories du complot et comment les combattre. N'hésitez pas à nous laisser vos avis ou à nous poser des questions pour continuer cette discussion. Et donc voilà le résumé de ChatGPT. Merci à toi ChatGPT. Et donc là, face au résumé, vous êtes en train certainement de me dire, mais en quoi ça vient perturber, en quoi ça contredit voilà, AstroGeek et Monsieur Sam. Pour le coup là, plus Monsieur Sam. Eh bah, figurez-vous que j'ai posé la question à ChatGPT et voici ce qu'il m'a répondu. En se basant sur l'étude Conspiracy Theory, Cause and Cure de Sonstein et Vermeul, si Mr. Sam débat avec un raciste scientifique et ne contredit pas activement l'idée de l'existence des races biologiques humaines, il pourrait involontairement contribuer à légitimer les thèses racistes. L'étude souligne que les fausses croyances, y compris celles reposant sur des pseudosciences comme le racisme biologique, prospèrent lorsque les discours ne sont pas contestés. L'absence de réfutation peut amener les spectateurs à penser que ces idées sont valides, ou du moins méritent d'être débattues sur un pied d'égalité avec des faits scientifiques avérés. Sonstein et Vermeul expliquent que les théories du complot, et par extension, des idées pseudo-scientifiques comme le racisme, se renforcent lorsqu'elles ne sont pas confrontées à des contre-discours forts et crédibles. Dans ce cas, ne pas contredire un interlocuteur raciste scientifique, particulièrement dans un débat public, pourrait indirectement renforcer la visibilité, la résonance et la légitimité des idées racistes. Cela permettrait à ces thèses d'atteindre un public plus large et de se diffuser davantage, surtout si la figure qui s'abstient de les contredire a une certaine influence ou crédibilité scientifique, comme Mr. Sam dit. Ainsi, d'après cette étude, en ne contestant pas activement les thèses racistes, Mr. Sam pourrait effectivement contribuer à la propagation du racisme et à la normalisation de ces idées dans le débat public. Donc voilà, je pense que la réponse de ChatGPT qui incarne parfaitement la neutralité, je pense que c'est assez clair pour tout le monde. Je vais mettre aussi deux autres études qui sont assez intéressantes parce que cette étude-là, c'est une étude qui est assez apparemment théorique. J'ai demandé à ce que ChatGPT effectivement critique cette étude. Effectivement, c'est une étude plutôt théorique. Mais ce qui apparemment manque de données empiriques, les données empiriques, je vais les donner dans les deux autres. Je vais donner les liens dans la description. Le premier, c'est Mainstream des idées d'extrême dans les débats publics. Une étude montre que la participation extrémiste de droite à des débats publics peut progressivement légitimer leurs idées. Cela se produit notamment à travers des moments de crise, des opportunités structurelles, par exemple les attaques terroristes, ou même via des personnalités publiques qui ne sont pas elles-mêmes extrémistes, mais qui valident indirectement ces discours en les engageant dans des débats. Les médias et partis politiques peuvent également contribuer à cette légitimation en reprenant certains quarts de narratifs extrémistes dans leurs discussions publiques et sur des questions telles que la sécurité ou la migration. Et donc, vous noterez le passage ou même via des personnalités publiques qui ne sont pas elles-mêmes extrémistes.
mais qui valident indirectement ces discours en les engageant dans des débats. Surtout ces débats quand ils ne sont pas fermement contredits, ce que dit aussi la première étude citée précédemment, qui est une espèce de nécessité de contredire, les thèses racistes. Après, j'ai même vu des méta-études qui montrent que le simple fait de discuter en contredisant ou non les thématiques extrémistes selon ChatGPT, à un moment donné, c'est rien que... Certains méta-études vont dans ce sens-là. Bon, là, déjà, on est sur Internet, j'ai jugé que c'était pas pertinent de mettre ces méta-études, mais dans l'absolu, c'est quand même là. Bon, je vais pas les mettre parce que je vais pas les mettre parce que c'est pas la thématique non plus, parce qu'on est sur YouTube, et sur YouTube, on peut pas empêcher les gens de débattre, on peut pas non plus en appeler à l'éthique, surtout venant des êtres, surtout de cette bord de la zététique, à un moment donné, on appelait à l'éthique, bon, autant parler physique nucléaire avec un pingouin, à un moment donné, il y aura plus de compréhension. Donc voilà, juste, si vous devez débattre avec ces gens-là, au moins faites l'effort de les contredire. Pas juste dire « Oh là là, je ne suis pas d'accord ». Non, c'est pas juste ça, il faut contredire fermement les thèses en fait. Donc je mettrai le lien dans la description. Et l'autre étude, effectivement, c'est « Facteurs contribuant à la légitimation des idées extrémistes ». Cette étude explore plusieurs facteurs qui contribuent à la normalisation des idées extrémistes dans les débats publics, mais elle ne compile pas systématiquement plusieurs études comme le ferait une méta-étude. Elle s'appuie sur une recherche diverse pour identifier les effets de la crise, des célébrités et de la légitimation politique. Et donc là, vous avez bien entendu de la crise des célébrités, parce qu'à notre petit niveau et sur le terrain YouTube, effectivement, Monsieur Sam et Astronogeek sont des célébrités, en tout cas des petites figures de notoriété YouTube, en tout cas bien plus que moi, je pense que c'est indéniable. Et donc par rapport à ça, encore une fois, je mettrai ces deux études complémentaires dans la description. Donc bizarrement, nos défenseurs de l'esprit critique, du vrai esprit critique, bizarrement par rapport à ça, par rapport à cette question de leur proximité, et on a vu qu'Astronogeek, encore une fois, il y a moins d'une semaine, s'est encore accoquiné avec un chasseur qui n'avait pas hésité à accueillir Bech & Cigars. Voilà. Bon, Astronogeek a mis pas mal de temps avant de dire que voilà, ce qui s'affiche avec Code Red Nose, c'était pas un move intelligent. Oui, bon, il a fallu seulement 2 ans pour qu'ils comprennent. Bon, combien de gens lui ont hurlé dessus pour qu'ils comprennent, pour que l'information remonte au cerveau que c'était peut-être une mauvaise idée. Même si, quand bien même le gars, oui, mais en privé, il n'est pas si fasciste que ça. Alors ça, j'y crois moyen. Alors certainement. Mais j'invite encore Astronogeek et Monsieur Sam à lire l'incontournable Hannah Arendt, La banalité du mal, ou le procès d'Eichmann, tout ça. Après, c'est de la culture politique. Bon, je sais que toujours la même chose. Physique nucléaire, pingouin, tout ça. Enfin bref, c'était Martin Eden et ChatGPT en direct du Wokistan. Bisous à vous.